tout le monde. Et Hakim, donc Hakim fait un partenariat avec la web radio Ville Lumière. Donc Hakim, tu peux te présenter aussi vite fait aux auditeurs sur la web radio. Bonsoir à tout le monde. Donc moi je suis journaliste web, plus précisément rédacteur sur le site Foot sur 7, donc en partenariat, comme tu l'as si bien dit, avec Oville Lumière. D'accord, merci. Et Monsieur Grandessot, vous pouvez vous présenter aussi pour nos auditeurs, hein, malgré on vous connaît beaucoup, quoi. Vous pouvez vous présenter aussi. Je travaille pour la Gazzetta dello Sport, quotidien sportif italien, à Paris. D'accord. Donc tu commences un petit peu, Hakim, ou tu veux que je débute? Je vais y aller avec la première question, si tu permets. Vas-y, vas-y. Moi, ma question, Alessandro, elle porte sur certaines rumeurs qui peuvent tourner, enfin qui tournent tout le temps autour des joueurs du Paris Saint-Germain. Les supporters s'inquiètent de savoir si Cavani, par exemple, restera ou s'en ira. L'Abedi, il est souvent annoncé partant aussi. Ma question, c'est aussi par rapport à l'ambiance au Parc des Princes. Il y a vu les ultras, on peut sentir des fois qu'il y a un manque d'ambiance. Et je voulais savoir si les joueurs peuvent ressentir ce manque de ferveur. Et ça peut expliquer qu'on les sente des fois pas très attachés au club. Je ne sais pas si tu comprends la question. Par exemple, un gars comme Cavani qui vient de Naples, où il y avait de l'ambiance, où il sentait que les supporters étaient très attachés à lui. Bon, il a fini par partir, mais avec un message d'adieu aux supporters napolitains. Et on a l'impression qu'avec le Parc des Princes, des mecs comme Cavani, ils n'ont pas cet attachement au club, notamment peut-être à cause du manque de ferveur dans le stade. Moi, je pense que c'est pas forcément lié à la fin du stade. Si Cavani veut partir, la question Cavani qui s'est posée surtout il y a un mois, aujourd'hui se pose probablement de façon un peu moins évidente, mais elle se pose toujours, c'est-à-dire plutôt au temps de jeu qu'il lui a réservé en étant à l'attaquant de référence de cette équipe. Donc, comme il avait très bien expliqué, l'équipe lui s'attendait à un projet spécifique concernant sa position sur le terrain. Un joueur qui quitte Naples pour s'investir dans le Paris Saint-Germain, oui, forcément, on lui assure pas formellement le fait d'être titulaire, mais il est de toute façon parce que c'est un des 5 plus forts attaquants au monde. Mais c'est surtout les assurances au niveau tactique probablement qu'il avait demandé. Donc je pense que si aujourd'hui des doutes se posent concernant Cavani, c'est ça lié au fait qu'au Parc des Princes, selon certains, il n'y a pas un climat similaire à celui de Naples. Ça c'est sûr, c'est pour ça que j'ai éludé la question, parce que pour moi ça c'était... je suis d'accord avec ce que tu dis, mais ce que je voulais dire c'est si c'est pas un élément en fait en plus du fait que tactiquement il est déçu par ce qu'on lui a peut-être promis et qui s'est pas réalisé sur le terrain, peut-être des problèmes d'ambiance, peut-être des problèmes avec le coach, ça ok tu vois, mais ce que je voulais voir c'est si en plus de tout ça, du fait qu'il y a un problème principal, le fait qu'il se sente pas en fait attaché au club, ça rajoute aux conditions dans lesquelles il évolue, peut-être au parc. Je sais pas si tu vois en plus. Là, je sais pas, vous avez une critique très systématique au Parc des Princes, mais je pense que si jamais il y a un problème d'ambiance, c'est pas au Parc des Princes. Si on va par exemple dans des stades comme je pense à des stades des provinces où il n'y a pas beaucoup de monde, donc forcément on peut se poser des questions sur le niveau général du football en France, mais encore une fois, je pense que c'est pas prédominant dans le choix des carrières d'un joueur de trouver au Parc des Princes. Le Prince, je vais comprendre effectivement si quelqu'un arrive au Paris Saint-Germain parce qu'il croit dans l'histoire du Paris Saint-Germain, ou tout simplement sur l'investissement et sur les projets qui garantissent quand même des revenus qu'il ne peut pas trouver ailleurs. D'accord. Bon, on va parler un petit peu du sportif hein, maintenant. Donc, que pensez-vous de la saison du PSG et de cette élimination face à Chelsea? Qui commence? Comment? Vas-y, je t'en prie, vas-y. Moi je pense que dans l'ensemble la saison est positive parce que déjà
d'un point de vue de palmarès, c'est mieux que l'année dernière, donc forcément les résultats sont là. L'élimination de Champions League a effectivement fait tâche, mais je pense que ça appartient aussi à la nature même du projet du Paris Saint-Germain, qui est un projet qui a même pas 3 ans, enfin, va avoir 3 ans le mois prochain. Et on peut penser qu'en 3 ans, quand même arriver 2 fois de suite en quart de finale et sortir des quarts de finale vraiment d'un manque général, disons, d'expérience. L'année dernière, c'était plutôt expérience générale des joueurs à un événement c'est important, à un niveau aussi important de la compétition, parce que pas à cause des joueurs, parce qu'ils avaient la plupart avaient de l'expérience, mais surtout au niveau du fait que c'était une équipe en construction. Cette année, l'expérience n'était pas d'un point de vue l'épreuve d'expérience n'était pas non plus d'un point de vue des éléments sur le terrain, mais c'était plutôt dans l'ensemble, dans la force mentale de l'équipe. Et de l'entraîneur probablement aussi, parce que s'il n'est pas eu Saint-Germain sorti, c'est à cause par le mérite de Mourinho qui a préparé de façon efficace les retours à Stamford Bridge. Donc tout ça, à mon avis, oui, c'est vraiment une tâche, c'est effectivement une tâche, mais ça ne doit pas cacher tout le reste positif, c'est-à-dire on a une équipe à Paris qui joue très bien au football, qui garantit aussi du spectacle, qui a des résultats parce que domine le championnat comme prévu, qui enchaîne sur le titre. La première fois, on a un titre, une coupe, un titre de champion de France, une coupe pour l'histoire du Paris Saint-Germain, donc c'est forcément positif. Et à mon avis, à retenir les éléments positifs en plus, c'est que l'avenir, ça va être mieux encore, même si pour l'instant, avec un peu les résultats des sanctions, du fair financier de l'UEFA, mais je pense que ça ne va pas changer grand-chose. D'accord. Donc pour toi, enfin pour vous, l'élimination, elle est due à l'entraîneur ou à l'absence d'Ibra? Moi, personnellement, je dirais peut-être un peu des deux, en fait. Parce qu'on sait que la présence d'Ibra, rien que sa présence sur le terrain, même lorsqu'entre guillemets, il marche, entre guillemets, elle est non seulement elle fait peur aux adversaires, mais en plus elle motive les coéquipiers. Après, si tu veux, la responsabilité de Blanc, moi je fais partie des personnes qui trouvent qu'il a peut-être pas assez su motiver ses joueurs et leur faire prendre conscience de l'étape qu'ils étaient prêts de passer. Alors qu'un gars comme Mourinho, en face, tu sais qu'il trouvera les mots pour rebooster tout le monde, pour mobiliser tout le monde. Alors que nous, on a abordé le match en oubliant ce qu'on avait fait à l'aller, j'ai l'impression. Et c'est l'un des seuls torts, si tu veux, que je peux imputer à Blanc, c'est que t'as l'impression qu'il n'a pas su les pousser comme il aurait dû. Après, l'absence d'Ibra, elle a quand même eu son impact, je trouve. Parce qu'avec ce joueur-là, tu peux t'attendre à un geste à n'importe quel moment. C'est un des joueurs, pour moi, c'est un ballon d'or potentiel, et quand il n'est pas là, t'as pas un autre pour prendre la relève à la même hauteur que Zlatan. Donc c'est vrai que c'est un petit peu un mélange des deux. Et vous, monsieur Grandesso? Moi, je pense qu'il y a un paradoxe, parce que du moment où on a Ibrahimovic sur le terrain, il n'est pas performant, il ne marque pas, donc on a tendance à dire tout de suite, voilà, Ibrahimovic, c'est l'homme qui est toujours absent au grand rendez-vous, et donc on a tendance à les critiquer sur ce ce qui s'est arrivé l'année dernière, ce qui est arrivé cette année aussi, souvent. Et le jour où il n'est pas là, tout le monde crie Ibrahimovic n'était pas là, il est indispensable. Donc il faut se mettre d'accord, à mon avis, sur cette question d'Ibrahimovic. Soit c'est l'homme des rendez-vous ratés, soit c'est l'homme indispensable sur le terrain. Il y a certainement un élément de leadership dans cette équipe de Ibrahimovic, parce qu'on l'a vu après au-delà de la Champions League, mais n'est pas forcément l'élément central. À mon avis, les matchs, disons, les quarts de finale a été perdu par les Paris Saint-Germain parce que l'équipe justement n'avait pas cette force mentale de se présenter à Londres, même sans Ibrahimovic, et surtout n'avait pas
une personnalité pour gérer ce type de match-là jusqu'au bout. Quand le rendement à la fin du match commence à sortir les attaquants pour mettre à l'italienne, on va dire, des défenseurs pour essayer d'écarter les 1-0, c'est le signal de la défaite, à mon sens, d'analyse du match. Pas d'un point de vue forcément tactique, mais d'un point de vue de volonté de gérer ces matchs-là, parce qu'on fait ça quand on a les matchs sous contrôle. Et à ce moment-là, quand Blanc commence à sortir à ses joueurs, les matchs ne sont pas tout à fait sous contrôle du Paris Saint-Germain. Donc, c'est un aveu de faiblesse que l'entraîneur essaie de couvrir en essayant de garder au moins l'espoir d'un 0. D'accord. Après, il y a aussi le côté, si Marquinhos marque à la 93e minute, on serait pas là. On serait plutôt au stade ou devant un écran en attendant de voir la demi-finale. Tout à fait. Pensez-vous que certains joueurs du Paris Saint-Germain, Thiago Silva, Cavani ou d'autres, pensez-vous qu'ils jouent un peu en gérant un petit peu la fin de saison, pensant à la Coupe du Monde en fait? Moi, je pense que c'est normal du moment où le championnat est décidé depuis déjà quelques semaines. Et donc, il y a une Coupe du Monde qui est maintenant prioritaire pour tous les joueurs qui vont la jouer, cette Coupe du Monde. Si derrière il y avait quelque chose de catastrophique avec la partie titre, alors ça engagerait forcément la responsabilité en premier du capitaine et des autres. Mais bon, là, on attend les matchs contre Rennes pour organiser la fête. Donc, à mon avis, c'est une chose polémique. Bon, ça fait débattre, mais c'est tout à fait une chose polémique. Et en plus, si on va regarder vraiment les critiques qui sont faites à Thiago Silva, c'est quoi? Bon, il a raté une passe et il est un peu moins percutant que d'habitude. Mais si on prend ses performances, compare aux performances même des très bons défenseurs, il est toujours meilleur. Tout à fait. Et quel joueur du Paris Saint-Germain vous déçoit le plus, enfin décevoir entre guillemets, déçoit le plus cette saison? Je laisse la parole à mon collègue. Moi personnellement, c'est Lavezzi. Parce que je m'attendais à plus de lui par rapport à ce qu'il avait montré la saison dernière, où je pensais qu'il, entre guillemets, progresserait, c'est-à-dire qu'il aurait de meilleures statistiques. Et c'est plus en fait parce que son rendement, j'ai rien à dire sur son rendement, mais plus sur son efficacité. Donc le fait que justement c'est un joueur qui est attachant, un joueur qui fait des efforts, qui multiplie les efforts, qui dans le dernier geste, qui fait quasiment jamais le bon choix, moi ça m'a déçu puisqu'il l'a déjà montré l'année dernière et je pensais qu'il gommerait ça. Après, parce que j'aurais pu dire Lucas, mais Lucas il est jeune, donc tu te dis qu'il va peut-être progresser. Cavani non, parce que Cavani il a quand même mis, je crois, 25 buts toutes compétitions confondues en jouant presque tout le temps sur le côté. Donc pour moi ça reste quand même la Bédili où je suis quand même sur ma fin. D'accord. Et justement, le 4-3-3 de Laurent Blanc, pour vous, a-t-il des limites sur des gros matchs européens? Qu'en pensez-vous? Non, je trouve pas, parce que même le Real Madrid d'Ancelotti, qui est censé jouer en 4-4-2, joue au 4-3. La seule limite de ce système-là, aujourd'hui, c'est le fait qu'il ait créé des tensions ça a créé des tensions pour Cavani. Parce que Cavani se trouve obligé de jouer dans un rôle qui n'est pas forcément celui qu'il apprécie. En même temps, on peut aussi admettre que ce système-là permet à Ibrahimovic d'exploiter au maximum son niveau, parce que quand Ibrahimovic fait des grands matchs avec le PSG, il ne joue pas forcément en pointe centrale, il joue plutôt en pointe qui revient, qui décroche, qui dézone comme une vraie numéro 10, et qui permet d'ailleurs à Cavani de marquer beaucoup plus souvent que depuis qu'il n'est pas là. Donc, moi, je ne remettrai pas en cause le système de jeu des Blancs, même si au début de la saison, je sais parmi les plus sceptiques concernant ces choix. D'accord.
Et que pensez-vous aussi de Laurent Blanc? Vous pensez qu'il va prolonger? Je sais pas si Alessandro a des informations là-dessus, mais Ouais, c'est un si peu l'inconnu. c'est un peu. Moi, si ça tenait, si j'avais à répondre à cette question, c'est. En plus, il y a des rumeurs, je sais pas si vous avez vu par rapport à. Oui, il y a beaucoup de rumeurs. Comme quoi, il y en a qui soupçonnent des joueurs de faire entre guillemets un complot pour lâcher Laurent Blanc. Il y en a d'autres qui ont remarqué que les joueurs, ils n'ont pas l'air complètement en cohésion avec le projet de Laurent Blanc, donc personnellement, je sais pas. Il y a Leonardo maintenant qui a eu le droit de réexercer avec la suspension de sa suspension par la FFF, donc il doit entraîner, donc personnellement, je sais pas du tout. Je pense que Après, il y a si que Alessandro a des infos ou une intuition. Ou une intuition, oui. Vous pensez que Laurent Blanc va prolonger? Moi, je pense que, encore une fois, on répète les erreurs de l'année dernière, c'est-à-dire une diligence qui ne gère pas parfaitement son entraîneur. Je trouve assez dommage que ça contribue d'ailleurs à déstabiliser ces finales de saison. Ça crée effectivement des espaces de polémique, des critiques, des possibilités de mettre en question l'entraîneur de la part du vestiaire, si jamais il y a ça. Mais l'origine de tout, c'est le fait que Blanc, il n'a pas été confirmé avec son du temps. Il aurait fallu confirmer Blanc beaucoup plus tôt dans la saison. C'est-à-dire qu'au moment où on a compris que Paris Saint-Germain avait signé l'âge en mois de janvier, c'était le moment où on confirmait l'entraîneur. De toute façon, on sait très bien qu'aujourd'hui, on peut faire signer 5 ans un entraîneur et les dégager au bout d'un an. Donc, c'est arrivé à Manchester United. C'est pas de sa faute, ça, à Laurent Blanc, puisqu'à un moment, on lui a proposé une prolongation qu'il a refusé, qui s'est donné le temps de signer, parce qu'il a dit j'attends que le titre soit en poche et ensuite je signerai. Mais quelque part, c'est pas lui qui, justement, s'est mis cette pression en repoussant sa signature. Oui, mais on parlait de prolonger déjà au mois de décembre quand la situation était exactement le contraire. C'est-à-dire que Laurent Blanc disait moi je suis prêt à signer, mais nos dirigeants n'ont pas encore concrétisé la proposition. Donc aujourd'hui, probablement il prend sa revanche et si c'est le cas, il gère très mal la situation. Mais peut-être que c'est tout simplement une façon de communiquer qu'il y a un contraste, parce que c'est pas exactement, mais c'est très proche de ce qu'on a vécu l'année dernière avec Ancelotti. Parce que si on se rappelle bien, à partir du mois d'avril, quand les dirigeants ont compris que Ancelotti pouvait partir, finalement, donc ils ont commencé effectivement à changer les discours publics en disant mais on a une prolongation concrète de 3 saisons ou 2 saisons, je ne me rappelle plus. Et à ce moment-là, Ancelotti disait je ne peux pas. D'accord. Et Alexandro, que penses-tu des procédures judiciaires abandonnées par Leonardo? Je pense que c'est une très bonne nouvelle déjà pour Leonardo. Au-delà du fait du coup de pôle qui peut être contesté ou pas contesté aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'une sanction qui a été donnée par une fédération qui n'était même pas au courant que la personne qu'elle avait sanctionnée n'était pas, ne faisait pas partie de son système. Donc, ça prouve une certaine incompétence, au moins aux yeux d'un observateur étranger. Donc, ça prouve le fait qu'il y a beaucoup de choses à faire, probablement dans le système football français. Et au-delà de ça, je crois que tout simplement ça permettra à Leonardo de rebondir rapidement. D'accord. Et des rumeurs, il y a certaines rumeurs aussi. Que pensez-vous des rumeurs de Maldini au Paris Saint-Germain en tant que directeur sportif? Pensez-vous qu'il serait intéressé par le projet ou c'est encore des rumeurs? Ça fait
longtemps qu'on n'a pas entendu l'histoire sur ces moi, sincèrement, je ne suis pas au courant de ça. Il a répondu, il me semble, la semaine dernière, il a dit que Paris n'avait pas besoin de lui en tant que directeur sportif, puisqu'on avait ce qu'il fallait. En gros, il a donné une réponse, il me semble, où soit il n'était pas intéressé, ou pour dire que c'était un peu n'importe quoi. Cette rumeur, je ne sais plus, je ne sais pas non plus. Et vous pensez que le Paris Saint-Germain a vraiment besoin d'un directeur sportif? Je pense que les compétences de Leonardo, ça serait très utile aujourd'hui à un club comme le Paris Saint-Germain. Tout simplement, si on regarde ce qui s'est passé, un exemple très simple, avant la finale de la Coupe de la Ligue avec Lyon qui justement a mis la pression sur le Paris Saint-Germain, il n'y a eu pas de réponse de la part du club parce que Blanc se désintéresse et ça a effectivement créé un climat assez étrange après les niveaux étaient tout à fait en faveur du Paris Saint-Germain donc il n'y a pas eu de soucis. Mais je pense que même un Leonardo avant le quart de finale et pendant le quart de finale de Champions League était très utile pour justement gérer ce type de tensions qui sont présents dans le monde du football à ce niveau-là, pour essayer de mettre la pression sur Mourinho ou sur certains joueurs de Chelsea, ne plus rester tous. Donc tout ça n'existait pas au Paris Saint-Germain. Et ça veut dire que quand ça n'existe pas, soit on est un club très, très solide et on est totalement différent de tout ça, et c'est pas le cas du Paris Saint-Germain parce que c'est un projet très jeune, soit on encaisse et on suit. D'accord. Et Alexandro, que penses-tu de la saison de Cavani? Moi, je trouve que la saison de Cavani est une saison importante. C'est une saison qui était aussi conditionnée par sa blessure. C'est une saison qui est conditionnée par un changement de rôle, de position. Et je pense que tout le monde est content de cette saison, sauf lui-même. Mais pas forcément au niveau du comptable, mais comme on disait tout à l'heure, au niveau de peut-être il n'a pas trouvé exactement ce qu'il pensait trouver. Mais encore une fois, je vous rappelle que l'année dernière, il y avait la même problématique avec Ibrahimovic. C'est-à-dire qu'à un moment, à la fin de la saison, on disait Ibrahimovic, je ne vais pas dire parce qu'il déteste le Paris Saint-Germain, il déteste Paris. Et à la fin, il a dit. Et la saison de Lavezzi, c'est une bonne. Lavezzi, moi, je ne dirais pas que c'est la déception. Je trouve qu'avec cette petite marquée en Ligue 1 et des buts importants aussi en Champions League, il a quand même démontré qu'il est en constante progression et que c'est un élément indispensable à un projet comme celui du Paris Saint-Germain. Forcément, lui aussi, comme je disais tout à l'heure, depuis 3 semaines, il a commencé à rentrer dans l'optique Coupe du Monde, je pense, et donc il est moins efficace et moins présent, un peu plus imprécis, et donc un peu plus exposé à critique, mais en général, je pense que la saison de la lutte, à mon avis, c'est positive. Moi, je suis plutôt déçu de quelques mois de Cabaret, qui est bon. De son côté, il a justifié du fait qu'il arrivé tard. Et de l'autre côté, on l'a présenté comme l'homme essentiel pour cette équipe. Et en fait, on voit très bien que s'il est là, ça ne change pas grand-chose. D'accord. Je peux juste rebondir sur Cabaye, parce que j'ai un peu la même opinion que toi là-dessus. Est-ce que tu penses que le fait de l'avoir recruté, c'est entre guillemets une erreur? Surtout qu'il y avait déjà Rabiot, et que le recrutement de Cabaye, il pourrait éventuellement bloquer, entre guillemets, le recrutement d'un gros comme Pogba ou Vidal, ou je ne sais qui au milieu cet été. Est-ce que le recrutement de Cabaye, c'était vraiment indispensable? C'est une question. Oui, c'est une question. Et
si je vais compris, si Cabaye bloquerait Est-ce que En fait, par rapport à son rendement jusqu'à aujourd'hui, c'était vraiment indispensable de le recruter. Surtout que maintenant, voilà, ça fait un bouchon au milieu de terrain en vue d'un recrutement cet été. Ouais, ben, moi, je suis de l'idée qu'au Paris Saint-Germain, dans cette équipe-là, il y a l'espace pour avoir Cabaye, Pogba et même Pjanic en même temps avec tous les autres. Parce que, en premier, parce que il y a les moyens financiers pour le faire. Et en deuxième, si on pense devoir aller chercher la Champions League, il faut avoir les moyens techniques. Et si aujourd'hui on a un problème au milieu parce que Thiago Motta n'est pas performant ou Verratti n'est pas bien et Matuidi se blesse, souvent il se blesse pas, il faut que derrière il y a des joueurs qui soient capables d'assurer. Et non seulement d'assurer, mais de prétendre à être titulaires à leur place. Parce que si on regarde par exemple l'exemple de la Juventus, on a aujourd'hui exactement ça, c'est-à-dire on a un Pirlo qui est plus ou moins intouchable, on a une forte concurrence entre Vidal, Pogba, Marquinhos, et tout ça parce que la Juventus a des moyens limités, elle ne peut pas recruter plus. Et pour vous, est-ce que Javier Pastore a toujours un avenir au Paris Saint-Germain? Qui répond là? Les deux. Non, mais si tu veux répondre en premier, Hakim, vas-y. Moi, t'as pas de chance parce que je suis un grand fan de Pastore. Donc moi, plus longtemps je le verrai au Parc des Princes, et plus je serai content. Après, c'est vrai que je sais pas si on lui trouve pas le système qu'il faut. Ancelotti, il a beaucoup essayé l'année dernière. Je sais pas s'il a eu un problème psychologique au début de la saison. Je sais pas si tu te souviens le temps qu'il a mis pour rentrer vraiment dans sa saison. Moi, je fais partie des personnes qui veulent le voir rester au PSG, mais je sais que le club n'aura pas le temps d'attendre indéfiniment qu'il soit performant comme il a été lors de ses 6 premiers mois. Après, je sais pas, je suis assez pessimiste. Ça ne m'étonnerait pas qu'il s'en aille, même si j'aimerais pas le voir partir. D'accord. Moi, je pense que Pastore, je le dis depuis toujours, il a subi le fait d'être peut-être trop bon. Donc, d'accepter de jouer de façon presque permanente dans des positions qui ne sont pas la sienne. Et qu'on l'a dénaturé et il a payé ça très cher parce qu'en plus, médiatiquement, on lui a pas donné. Je pense que Pastore, si on lui avait entre guillemets garanti une certaine constance, même avec l'arrivée de Ancelotti dans un rôle précis, il serait affirmé comme l'un des éléments indispensables de cette équipe. Aujourd'hui, il n'est pas indispensable au Paris Saint-Germain. Mais c'est, disons, un palier qui n'est pas forcément perdu et qui n'est pas forcément gagnant non plus. Donc, à mon avis, c'est ce type de joueurs-là qui peuvent être utiles au niveau de l'équipe pour rester compétitif, mais peut être utile aussi si l'équipe décide de se renforcer autrement et donc peut mettre sur la balance d'un transfert la valeur par chose. D'accord. Pensez-vous que le fair play financier sera-t-il un frein pour l'évolution du Paris Saint-Germain en fait? Il faudrait déjà comprendre ce qu'il y aura. On a plus ou moins compris qu'ils ne seront pas issus des compétitions européennes, donc c'est déjà la preuve que ça ne sera pas forcément un frein. Est-ce qu'ils vont effectivement limiter les pouvoirs, disons, d'achat sur le mercato? Il faut voir avec quelle force ils vont limiter tout ça. Et si tout ça se réduit à un amende ou à réduire la valeur d'un contrat qui peut être de toute façon contesté, comme sanction peut être contesté, et moi personnellement je trouve que la logique du contrat avec le ministère du Tourisme du Qatar n'est pas forcément
hors du marché, en sachant qu'avant que le Qatar n'achète le Paris Saint-Germain, presque personne n'aurait su indiquer sur un plan où se trouvait le Qatar et Doha. Aujourd'hui, tout le monde sait où se trouve le Qatar et de toute façon, qu'est-ce que c'est le Qatar. Donc, le Paris Saint-Germain, effectivement, a eu la force de publicité au niveau mondial phénoménale. Donc, il y a tous ces éléments-là. Moi, je trouve que potentiellement, selon les éléments qu'on a aujourd'hui, ça ne doit pas forcément être un frein. D'accord. On va parler un peu aussi de Sirigu, Salvatore Sirigu. Pour l'instant, il n'a pas encore prolongé son contrat. Vous en pensez quoi, vous, de ça? D'accord. Moi, je trouve qu'à ce niveau-là, il n'a pas l'air d'en souffrir, puisque lorsqu'il répond aux interviews sur son avenir, il a l'air très, entre guillemets, sûr de lui. C'est l'un des seuls joueurs qui, souvent, dit qu'il veut vraiment rester à Paris. On l'a jamais entendu dire que l'Italie lui manquait ou qu'il se verrait bien ailleurs. Il a l'air vraiment attaché au club et sûr, entre guillemets, de ses compétences en sachant qu'il peut encore évoluer. Après, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, il ne bloque pas les ballons, même s'il est très sûr sur sa ligne. Moi, je pense qu'il va prolonger, et j'espère qu'il va prolonger, parce que ça fait plaisir de voir un gardien. C'est quand même le numéro 2 en Italie. Après, je ne sais pas si sans Buffon, il sera numéro 1, parce qu'il y a des Sanctis, etc., qui sont très bons aussi. Mais aujourd'hui, moi, je pense qu'il va prolonger. C'est l'un des joueurs prochain à prolonger, je pense. Je ne vois pas pourquoi il partirait ou pourquoi on le ferait partir. D'accord. Moi, je pense qu'il n'y a pas. Là, on ne peut pas se poser la question du contrat. Enfin, il y a un contrat qui aspire comme Ibrahimovic, comme Thiago Motta en 2016. Donc, c'est un contrat qui a encore une raison de vie, déjà. Et après, en question au niveau, je trouve que Sirigu aujourd'hui représente un des meilleurs. Sirigu aujourd'hui est un des meilleurs gardiens en Europe. Il a forcément encore à s'améliorer. Il y a forcément aussi une marge pour s'améliorer. Mais si on prend la saison, les 2 dernières saisons de Salvatore Sirigu et on prend les 2 dernières saisons de 5 meilleurs gardiens européens, il y a vraiment peu de différence. Et concernant l'équipe d'Italie, effectivement, aujourd'hui, s'il n'y avait pas Buffon, je pense qu'au-delà de tout, si on analysait les 2 saisons de Sirigu c'est un titulaire en équipe d'Italie. Et aujourd'hui, il est le numéro 2 et il s'impose comme le numéro 2 indiscutable. D'accord. Mais bon, devant, il a un certain Buffon qui en Italie, ça représente quand même quelque chose. D'accord. Et pour vous, on va changer aussi de joueur. Jérémy Ménez, en fait, il a évolué aussi en Italie. Vous en pensez quoi, vous, de sa saison déjà et du joueur? Le joueur est génial, la saison est décevante, mais il paye probablement un rapport difficile avec l'entraîneur. Et après, probablement s'il manque d'envie de s'imposer. Quand il a eu les occasions, il a arrêté, peut-être parce qu'il avait déjà décidé de partir. Je trouve que c'est un de ces joueurs qui est dans n'importe quelle autre équipe serait titulaire et c'est fondamental. Après, il y a aussi les côtés d'avoir devant un entraîneur qui soit capable de les gérer et de le reprendre quand il n'est pas sage, on va dire. Et chose qui avait réussi Ancelotti et qui a réussi beaucoup moins à le rendre. D'accord. Et on va parler aussi de Marco Verratti, à certains médias qui l'envoient, enfin entre guillemets, l'envoyer à la Juventus de Turin ou d'autres clubs. Vous en pensez quoi, vous, de ces rumeurs? Je pense qu'on parle d'un joueur qui, s'il décidait de changer d'air, il aurait seulement l'embarras du choix. Et je pense que le Paris Saint-Germain ferait bien à les tenir et à les garder soigneusement. D'accord.
Tu as des questions encore Non, moi j'ai fait le tour. Personnellement, j'ai fait le Sinon, on tour. pourrait peut-être Très instructive. Non, non, c'est bon. sinon, peut-être sur les rumeurs transferts, un petit peu qu'on entend un peu dans des médias, Dani Alves, Pogba, Pjanic. Vous en pensez quoi, vous, de ces rumeurs? Il y a certaines rumeurs qui sont fiables ou c'est encore des rumeurs? Aucune rumeur, à mon avis, cette période est fiable, mais toutes les rumeurs laissent entendre qu'il y a peut-être vraiment des éléments de vérité derrière. Donc, mais surtout, s'il faut pour rêver, il faut jamais oublier ça. Pour faire lever les supporters en général et en pays. Et je pense qu'on parle quand même de joueurs, concernant Pogba et Pjanic en particulier, qui peuvent être l'objectif seulement de certains clubs, et parmi certains clubs, il y a forcément le Paris Saint-Germain. D'accord. Ben, monsieur Grandesso, on va vous remercier d'être passé sur la web radio Ville Lumière. Merci à vous. Et on peut dire à bientôt alors. À bientôt, bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Donc voilà, cette émission est terminée sur la web radio Ville Lumière avec comme invité Alexandro Grandesso de la Gazzetta dello Sport et Hakim donc de 7 sur 7, donc un site sur l'actualité du football. Donc merci aussi à toi Hakim. De rien, c'est moi qui te remercie. Donc passez une bonne soirée et merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés ce soir.